Et nous sommes de retour sur le plateau de Bâtir en Ile-de-France. Émission spéciale pendant toute la semaine avec la chaîne YouTube Les Indécis. On parle logement et construction en Ile-de-France. C'est un débat important. Nous sommes 4 sur le plateau, c'est pour ça que nous sommes masqués. Nous respectons les règles sanitaires. Un débat important qui parle de la densité. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Pour en parler avec moi sur le plateau, Philippe Dallier, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur d'Ile-de-France, sénateur LR, et vous êtes très engagé sur les questions logement, construction au Sénat. Paco Rupin, bonjour. Vous êtes député de Paris. Bonjour. Aussi très engagé sur ces questions logement. Et puis Marc Villan, vous êtes président de la fédération de la FPI, ce qu'on appelle la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers d'Île-de-France. Nous sommes ici d'ailleurs à la FPI en direct depuis hier et jusqu'à vendredi matin. Messieurs, pour commencer ce débat, quelques petites informations. On ne veut plus d'étalement urbain, j'ai l'impression, en travaillant sur le sujet, dans nos villes. On construit de moins en moins horizontalement, verticalement. On est de plus en plus nombreux, puisqu'il y a 2 millions d'habitants de plus qu'en 1995 en Ile-de-France et à Paris, mais on a moins de logements, ou en tout cas le même nombre de logements qu'en 1995 justement. Concrètement, Monsieur Dallier, Monsieur le Sénateur, comment on peut faire en Ile-de-France pour accueillir tous les habitants? Pour loger tous les habitants. Pour le loger, je dis accueillir, mais c'est pour les loger, effectivement. Non, mais c'est vrai que la crise du Covid, quand on pense au phénomène de métropolisation, qui est quand même à l'œuvre et en marche depuis des années et des années, peut-être que la crise du Covid pourra, je ne vais pas dire inverser les choses, parce que ne nous leurrons pas, les métropoles continueront à attirer, et le problème de la construction et du logement est un vrai problème. Mais peut-être. Avec le télétravail, on ne sait jamais, il y aura peut-être des effets. Ceci étant dit, d'abord, je suis sénateur de Seine-Saint-Denis, et je dis pas d'Île-de-France, et je dis ça parce que quand on parle de densité, selon le point de vue d'où on est, on n'a pas les mêmes réactions. Exemple, Paris est une ville dense, et même une ville très dense. Je suis certain que si on descendait dans la rue et qu'on interrogeait les gens et qu'on leur posait la question, je ne suis pas certain que le ressenti soit d'être dans une ville particulièrement dense. Et pourtant, c'est le cas. Si vous venez en Seine-Saint-Denis, je vous emmène à la Courneuve au 4000, vous allez dire c'est une horreur, c'est très dense, c'est trop dense. Et pourtant, les 4000 à la Courneuve, c'est pas dense. C'est pas dense parce qu'à l'époque, on avait, j'allais dire, le terrain était beaucoup moins cher et on avait beaucoup d'espace autour de ces très grands ensembles. Donc la notion de densité, elle est relative. Ceci dit, ce qui a changé par rapport aux années 60 ou 70, c'est qu'effectivement, maintenant, on se préoccupe beaucoup plus de l'avenir de la planète et la question de l'artificialisation des sols est posée. La question de la perte des terres agricoles et la question se pose en Ile-de-France, puisque dans la Grande Couronne, il y a encore beaucoup de terres agricoles et ça a régressé en volume parce qu'on a beaucoup construit du logement, mais pas seulement, des centres commerciaux et tout ce que vous voudrez. Et donc cette question se pose aujourd'hui. Donc il va falloir essayer de trouver le bon compromis, parce qu'on a toujours besoin de construire. La crise du logement, elle est toujours aussi importante et particulièrement dure dans cette zone très tendue qu'est l'Île-de-France. Et pour autant, il faut aussi préserver le plus possible et les terres agricoles en Grande Couronne et essayer de ne pas trop artificialiser. Mais là aussi, la question posée à Paris, elle n'a presque pas de sens, puisque tout est bâti. En Première Couronne, c'est presque la même chose. Donc la question est plutôt celle de la Grande Couronne. Vaste programme, Monsieur Villan. Oui, alors absolument vaste programme. Moi, je voudrais dire quand même que pour moi, la métropole parisienne, alors il y a le ressenti et la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, la métropole est passée dans un autre âge. C'est une ville-monde, avec les avantages et les inconvénients. Moi, je rappellerai juste que quand la ville recule, la civilisation recule, et que chaque civilisation a sa sorte de ville. La cité grecque, la ville romaine, l'oppidum gaulois, la ville d'Haussmann, dont on connaît encore la résilience aujourd'hui. Donc le ressenti est aujourd'hui assez négatif, avec une acceptabilité des projets par les populations proche de zéro. En revanche, le constat, il n'est pas aussi dramatique que ça. Aujourd'hui, depuis 2017, la région métropole est très économentaire, 3% de l'artificialisation française, face à 20% de la population, 30% du PNB. Donc le porte-avions de la France est sobre. Et si on ne laisse pas quelques espaces à ce porte-avions, qu'est-ce qu'on va faire, quoi ? Il y a de nombreux pays dans le monde où on connaît la région Île-de-France, la région capitale, Paris, et on ne connaît pas la France. Donc voilà, ne nous privons pas bêtement d'un outil. Ensuite, on sait beaucoup travailler aujourd'hui sur faire rentrer la nature en ville, nous, à l'échelle des constructeurs, alors que parallèlement, on est en train de connaître une crise de production. En gros, la production va être divisée par 3 dans les 2 prochaines années. Voilà.
Donc, et je rappelle, comme Monsieur le Sénateur, qu'il y a un flux positif démographique sur Paris pas qui arrive. En fait, c'est la natalité parisienne qui porte les choses. Paris au sens large. Paris au oui, sens large. la région Quand je dis Paris, vous avez raison de la le région. reprendre. Voilà. Monsieur Rupin, une réaction à tout ce qui vient d'être dit sur ces flux d'abord positifs et aussi sur cette construction qui doit peut-être intervenir. Dire un mot en effet sur Paris, même si ça ne nous intéresse pas plus que ça, entre guillemets, puisque à Paris, il n'y a plus beaucoup de projets, mais quand même, moi je voulais revenir sur les projets, puisqu'on sort d'une élection municipale il n'y a encore pas si longtemps, les projets des différents candidats, qui étaient quasiment unanimement contre la densification. Et c'est presque une première, d'une certaine manière. Parce qu'on a pu voir quand même que même si c'était difficile de construire, des majorités municipales à Paris souhaitaient surtout construire du logement social, mais en tout cas souhaitaient construire, souhaitaient qu'il y ait des grands projets à Paris. Il y a certains grands projets qui sont en train de se terminer, il y en a comme Bercy-Charenton qui sont remis en cause, donc on voit bien en effet qu'il y a une évolution dans l'opinion parisienne, parce qu'évidemment les politiques se sont adaptés à l'opinion parisienne, qui est une volonté qu'on ne construise plus à Paris, parce que Paris est peut-être déjà en effet très dense, parce que Paris manque d'espace vert. C'est vrai qu'on n'a pas le sentiment forcément de vivre dans une ville dense, et pourtant le 11e arrondissement, qui est dans ma circonscription, est un des quartiers les plus denses d'Europe. Donc on voit bien qu'aujourd'hui la solution, elle est dans la construction de la métropole. Et le problème qu'on a, et pour moi c'est le principal sujet, parce qu'il faut la volonté politique pour faire du logement, c'est que nous n'avons pas une gouvernance au niveau du Grand Paris qui permette de simplement planifier ce développement urbain, de le rendre homogène, en tout cas qu'il ait une cohérence. Et donc aujourd'hui, chaque commune, et c'est normal, chaque commune, en fonction de son maire surtout, a des projets différents. Et ça n'a pas empêché à ce qu'il y ait beaucoup de construction de logements ces dernières années, mais avec parfois des différences entre les territoires franciliens, parce que je suis d'accord, il faut maintenant arrêter de réfléchir aux zones denses face à Grande Couronne. Il faut réfléchir à la manière dont on construit du logement face à ce phénomène métropolitain au niveau régional. Alors, c'est intéressant, on va revenir sur les élections, mais vous vouliez réagir, Oui, parce que je trouve que ce que vous dites est un peu injuste. Moi, je suis un grand fanat de la métropole du Grand Paris, puisque j'ai rendu en 2008 le premier rapport qui proposait la création de la métropole sur le périmètre de la Petite Couronne, en faisant disparaître les départements. Parmi, je ne vais pas dire les rares projets menés à bien ou en passe de l'être sur la métropole actuelle, avec ses insuffisances, il y a l'établissement du SCOT. Donc c'est quand même un sacré travail, parce que sortir un SCOT pour 7 millions d'habitants, le seul exemple comparable, c'est Lyon, et ça doit faire 1,5 million d'habitants, enfin on en est très loin. Donc le SCOT, il est en route. Une fois qu'il sera adopté, il sera opposable à tous les PLUi, qui sont des PLU sur des plaques de 400 000 habitants, Paris étant un cas particulier. Donc ça avance un peu, contrairement à... Sur bien d'autres sujets, la métropole n'avance pas, je suis parfaitement d'accord, mais c'est l'un des rares sujets sur lesquels, effectivement, ça avance. Ceci étant dit, au bout du compte, moi je répète toujours ça, j'ai été maire pendant 25 ans, donc j'ai un peu l'expérience, c'est le maire qui décide de construire ou pas. Et j'ai presque envie de dire, quand bien même il y aurait des documents et des textes de loi qui lui imposent de construire. Et ce n'est pas les promoteurs qui me diront le contraire. Si le maire dit non, généralement, et même quand le permis de construire est valable, au regard du PLU, parfois il ne se passe rien. Donc c'est les maires qui construisent. C'est intéressant que ce sont les maires qui construisent, justement. Oui. Enfin, les maires qui construisent, qui décident de construire ou pas. Et tout se passe à ce niveau-là. Et donc, comme ça a été dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est pas propre à Paris, en banlieue, en Seine-Saint-Denis, c'est la même chose. Tout projet de construction d'un immeuble suscite des oppositions, des levées de boucliers. Les gens, une fois qu'ils habitent à un endroit, ils voudraient que l'endroit reste figé ad vitam aeternam et qu'on ne vienne plus construire quoi que ce soit. Ouais. Donc c'est dur de construire, et c'est bien le maire qui doit porter politiquement le sujet, qui doit en prendre la responsabilité. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que ces maires, il faut les accompagner dans ces politiques-là. On pourra parler peut-être de la suppression de la taxe d'habitation, du fait qu'il ne restera plus que le foncier bâti. Enfin, il y a beaucoup de sujets autour de ça. Mais c'est bien le maire qui continue à porter ces sujets. Les maires sont trop seuls aujourd'hui ou pas? Je vous pose la question, trop seuls?
aujourd'hui? Écoutez, quand on est maire, on assume. Mais c'est pas le sujet. C'est l'ambiance dans laquelle on est aujourd'hui vis-à-vis de la construction qui est extrêmement difficile. Et donc, quand je parlais de préserver un équilibre en Île-de-France, mais c'est vrai au niveau de chaque commune. C'est-à-dire que, oui, il va falloir continuer à construire dans les métropoles, donc ce qui implique une certaine densification, mais il faut que les communes prises en tant qu'entité, elles continuent aussi à respirer. C'est-à-dire qu'en Seine-Saint-Denis, l'État nous dit parfois il faut construire. Donc on nous dit tailler dans les zones pavillonnaires. Moi, je considère que c'était une aberration. Ces zones pavillonnaires, et particulièrement en Seine-Saint-Denis, c'est pas très emblématique, les zones pavillonnaires, la Seine-Saint-Denis, il faut qu'on continue à avoir des espaces de respiration. Donc il faut trouver le bon équilibre pour faire accepter les projets. Et il faut que l'État arrête de nous demander, effectivement, de faire disparaître l'habitat pavillonnaire, qui pour certains représente un modèle dépassé et tout ce qu'on voudra. Moi, je pense que non, il faut trouver le bon équilibre entre tout ça. Et ça n'est pas simple, je vous l'accorde. Marc Villand? Oui, alors moi je pense qu'on a un problème de gouvernance. Alors, faut porter votre micro. je pense qu'on a effectivement plusieurs problèmes. On a un problème de gouvernance. Il y a ce qui appartient à la région, et je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur une cohérence régionale aujourd'hui de la région capitale. Oui. On a le ZRIF. Mais il y a toutes ces déclinaisons. Il y aura le SCOT de la métropole et les PLUI. Enfin, il faut à mon sens, clarifier les gouvernances, parce que finalement, c'est vrai que les maires sont seuls, mais on a compliqué les choses avec les territoires, les PLUI. Et donc, avant, vous aviez un maire, il vous disait oui, non. Je parle d'un point de vue pratico-pratique. Et vous soutenez. Maintenant, il peut vous soutenir, mais vous avez la technostructure au-dessus qui a réfléchi différemment, parfois sans prendre en compte exactement la réalité du territoire. Et cette technostructure va multiplier les contraintes. Donc, on renforce les contraintes sur les projets de construction. Après, je pense qu'on a effectivement éloigné la fiscalité locale des maires, et donc ils n'ont que les inconvénients et pas forcément que les inconvénients de la construction. Et puis, on a également un problème, c'est que comme on a 3000 maires qui comptent en France, on a 3000 urbanistes qui comptent. Donc, aller chercher de la cohérence dans tout ça, alors que derrière, on a un défi de faire rentrer la nature en ville, ce qui n'est pas antithétique avec la ville dense, qu'on a le défi climatique. On a également des... Alors moi, je suis tout à fait pour garder les zones pavillonnaires qui sont aussi des zones de biodiversité, et notamment Seine-Saint-Denis, où il y en a vraiment besoin, parce que je connais bien la Seine-Saint-Denis, j'y construis, c'est quand même un territoire très difficile. Mais ça doit aussi se faire presque à l'échelle régionale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on conserve comme zone pavillonnaire, comme équilibre ou pas, etc. Il y a vraiment un défi. Il faut aussi, à mon avis, donc renforcer notre pédagogie et modifier nos outils de droit, y compris de droit de l'urbanisme, qui sont totalement obsolètes. Je vais vous donner 2 exemples très simples. Vous avez un étang aux États-Unis, à Los Angeles. Bon, on ne va pas l'urbaniser, c'est une zone humide, on ne va pas l'urbaniser. Mais on va vous compenser. On va vous permettre d'émettre des bons à polluer que vous allez revendre sur un marché. Et donc, si vous voulez, le type qui en France se retrouve avec un espace propriétaire d'un espace vert dans une ville dense, il a simplement l'impression d'être volé. Bon. En Angleterre, on a le droit de construire dans la ville dense, mais vous construisez à 12 mètres de la fenêtre de votre voisin, et ben vous lui payez un droit à la lumière. Il ne peut pas s'opposer à la construction, il ne vous raquette pas, mais il y a un mécanisme de compensation. Et on a vraiment besoin à la fois d'utiliser les outils numériques qu'on peut avoir et que l'État ne met pas à sa disposition. Je parle souvent de la cartographie de la canopée que Los Angeles est en train de mettre au point, compter tous les arbres. Alors, j'aime bien le plan vert de la ville de Paris, mais à mon avis, il faut encore le numériser. Et on a un droit qui est obsolète, on manque de clarté de la gouvernance, rien ne remplacera le maire, mais il y a des limites de compétences qui sont mal établies, et tout ça derrière faut encourager les élus, qui sont les seuls porteurs des vrais projets finalement, à faire plus de pédagogie, mais dans quel contexte ? Beaucoup de sujets que vous dénoncez qui sont très intéressants. On parle d'urbanisme, on en parlera tout à l'heure. On parle aussi beaucoup de contraintes administratives. C'est vrai qu'il y a un millefeuille quand même administratif en Ile-de-France, encore plus quand vous voyez les territoires, 1200 communes, 7 départements, la ville de Paris qui en elle-même peut être un État. Est-ce qu'il y a trop d'intermédiaires ? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être alléger un peu le protocole administratif ?
pas comme ruban. Moi, c'est ce que je pense, et d'ailleurs, c'est une demande forte. J'ai le sentiment, en tout cas, que c'est des citoyens que je peux rencontrer, des débats qu'on peut organiser régulièrement. Il y a une volonté de simplifier ce qu'on appelle le millefeuille territorial, notamment en Île-de-France. Bon, après, il faut pas être simpliste non plus. Il y a des collectivités territoriales qui ont évidemment déjà, qui sont dans la Constitution, donc qui existent. Moi, je trouvais ça une bonne idée de rassembler les départements au niveau de la petite couronne. Bon, non, les départements sont contre. On peut peut-être en discuter avec l'invité, je crois, qui vient tout de suite après. Mais en tout cas, on a cette difficulté-là, c'est-à-dire que chacun défend, et c'est logique, sa collectivité territoriale. Et donc, ça veut dire que pour simplifier, il faut une vraie volonté politique, là, qui pour moi vient du législateur, en tout cas vient du pouvoir exécutif. En tout cas, ça ne peut pas être arbitré autrement que par le gouvernement et par derrière le Parlement. Ça va être à nous d'arbitrer entre toutes ces strates. Ce qu'on voit là aujourd'hui se développer, on l'a vu sur la métropole de Lyon, on le voit, c'est un autre exemple, mais aussi sur la communauté européenne d'Alsace. On est en train d'inventer des collectivités à statut particulier qui permettent, dans des endroits en France où on a des spécificités, et c'est le cas évidemment de la région Île-de-France, c'est une région peu étendue mais très peuplée et qui est en effet le porte-avions, on peut le dire comme ça, de la France économiquement. Je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à déboucher sur une gouvernance territoriale qui soit beaucoup plus simple. Et je pense que le schéma de la région métropole, aujourd'hui, a sa pertinence. J'étais pas forcément pour au début, j'étais plutôt métropolitain dans le périmètre de la métropole du Grand Paris tel qu'aujourd'hui. Mais en travaillant sur le sujet, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, si on veut faire une métropole à la française, on ne peut pas le faire sans prendre en compte ceux qui sont autour du jaune d'œuf. Si on ne fait pas ça, on crée aujourd'hui les terribles fractures territoriales qu'il y a. Et aujourd'hui, quelqu'un qui habite en Grande Couronne, moi j'ai habité en Grande Couronne, j'ai habité à Cergy, il est en rapport avec Paris tous les jours, quotidiennement pour aller au travail. Si on ne prend pas en compte tout ça, les transports, le développement économique aussi, on en a peu parlé, mais le logement, il faut aussi le construire en fonction de là où sont les emplois. Parce que sinon, on bouche les routes et on sature les transports en commun. C'est pour ça que pour moi, il faut une gouvernance forte au niveau régional. Par contre, elle doit, pour moi, fonctionner par contrat et faire de l'incitation avec les maires. Parce qu'à la fin, c'est en effet au maire de décider. C'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui est en capacité de convaincre les habitants d'un projet. Et dans ce cas, il faut surtout, en effet, développer tous les outils incitatifs possibles, plutôt que des schémas qui vont encore davantage contraindre. Et ça, là-dessus, les maires reviennent beaucoup dans nos conversations. Oui, enfin... Pour réformer, il faut un peu de courage politique parce qu'effectivement, quand on réforme, on fait de la peine à certains. Sur les réformes de société, ça peut être à certains Français, mais quand on parle d'organisation et d'institutions, on va faire de la peine à certains grands élus. Le drame de la région Île-de-France, c'est qu'il y a tellement de chapeaux à plumes que les chapeaux à plumes ne voulant pas mourir, personne ne veut jamais rien changer. Ma grande déception, et plutôt mon grand espoir après l'élection d'Emmanuel Macron, il avait évoqué le sujet de la métropole. Et on était bien parti. C'est ce que je croyais, pour une réforme, et une réforme qui irait plutôt dans le sens de ce que j'espérais. On va avoir un texte 3D ou 4D, je ne sais pas comment on va l'appeler, qui va venir au printemps prochain ou à l'été prochain au Parlement. On ne traitera pas de la métropole du Grand Paris. Ils ne veulent pas. Ils ont tellement peur. Ils ont tellement peur de ces chapeaux à plumes qu'ils ne veulent pas. Et donc, tant qu'on n'aura pas, effectivement, un exécutif au plus haut niveau qui ne prendra pas le mot aux dents et qui dira, voilà, maintenant le projet c'est celui-là, le Parlement va en débattre et on va l'adopter, il ne se passera rien. Après, quant à savoir s'il faut gouverner la zone dense d'une manière particulière et la région d'une manière particulière, ou si la métropole peut être considérée comme la région, ou plutôt la région peut être considérée comme la métropole, moi j'attire quand même, parce que moi aussi j'ai beaucoup réfléchi au sujet. Quand j'ai proposé une métropole sur le périmètre de la Petite Couronne à 7 millions d'habitants, tous ceux qui n'en voulaient pas disaient « ça va être un monstre, vous vous rendez compte, 7 millions ». Et maintenant les mêmes qui ne veulent pas de cette métropole nous disent « il faut que ça soit la région à 12 millions ». Quand on pense aux politiques du logement et de l'hébergement,
déjà, les gérer à l'échelle de 7 millions, costaud. Il y a 127 communes, c'est déjà costaud. Imaginez une métropole régionale avec une assemblée des maires, comme le propose Valérie Pécresse, avec 1200 maires. Mais non, mais si on veut poser le problème à l'échelle régionale et traiter effectivement les confins du Vexin en matière d'urbanisme, les confins de la Seine-et-Marne ou les confins des Yvelines du côté de Rambouillet, de la même manière que la zone dense, la Seine-Saint-Denis, il y a une logique à prendre la plaque régionale. Moi, je vous dis que ça n'en a pas. Et je termine en disant que ce débat sur le périmètre, il est souvent caricaturé. On a l'habitude de travailler entre collectivités territoriales. Donc nous dire que parce qu'on aurait réuni les 3 départements de la Petite Couronne et Paris, ça créerait un mur et une frontière, c'est absurde. On travaille déjà ensemble. C'est absurde. Et puis, ces départements de Grande Couronne où certains disent on a peur d'être les laissés pour compte, etc. Mais de quoi est-ce qu'ils ont peur? C'est là qu'il y a du terrain aujourd'hui. En Première Couronne, il n'y en a quasiment plus. Qu'est-ce qu'on va leur prendre? On ne va rien leur prendre. Il s'agit de gouverner la zone dense. La plus grande partie de la zone dense, parce qu'effectivement, elle déborde. Mais il s'agit de la gouverner d'une manière particulière, parce qu'elle rencontre des problèmes particuliers. Les transports, c'est la région à l'évidence. Le développement économique, ça peut être la région et la métropole. Ils peuvent travailler ensemble sur le développement économique. Cette question d'opposer les uns aux autres, à mon avis, c'est un faux débat. Et c'est surtout le débat dont s'emparent ceux qui ne veulent surtout rien changer et ne pas voir disparaître aucun département, aucun territoire intercommunal. Moi, je pense qu'il faut aller vers une simplification. Ça, c'est une certitude absolue. J'ai beaucoup espéré que cette majorité, poussée par le président de la République, le ferait dans le texte 3D. Je suis consterné de voir que le quinquennat se terminera, on n'aura rien fait. Et puis en début de quinquennat prochain, le premier sujet, ce sera probablement la dette publique. Et donc, on ne fera rien non plus sur la gouvernance du Grand Paris. Juste, je me permets, pour bien connaître votre position, si on devait simplifier, on simplifierait quoi? Pour moi, dans la zone dense, commune, métropole, région, ça va bien. 3 couches. Dans la zone... les départements, on les fusionne. Parce que on parlait du jaune d'œuf, parce que ça aussi, le jaune d'œuf et le blanc autour. L'endroit où il y a la plus grande ségrégation territoriale, les plus grandes inégalités, et qui continuent à se creuser, c'est à l'intérieur du jaune d'œuf. Entre l'ouest parisien et les Hauts-de-Seine, et le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis d'autres, et l'Est parisien en partie. La plus grande rupture, la plus grande inégalité territoriale, elle est là. Sociale et territoriale. Parce que quand on regarde le niveau, la qualité des services publics et qu'on compare ce qu'il y a d'un côté et de l'autre, Seine-Saint-Denis, département le plus jeune de France, département où il y a le moins d'équipements sportifs. Et je peux multiplier les exemples. Donc il faut aussi voir comment on va partager la richesse fiscale pour régler les problèmes et financer les politiques sociales. Et ça, on n'en parle jamais. Quand on parle des départements, c'est bien de ça dont on parle. Et il faut reposer la question de la pertinence ou non de départements dans cet espace-là. Et moi, j'en ai conclu que c'est absolument plus pertinent. Ils aggravent la ségrégation territoriale, et même avec des mécanismes de péréquation qui ont leurs limites, comme à chaque fois, ça ne change rien. Donc moi, je prône toujours une zone dense, gouvernée, avec ses spécificités, et travaillant bien évidemment avec la région Île-de-France, parce qu'on ne va pas tourner le dos à la région, pas plus que la région Île-de-France, qui est relativement petite aussi, ne tourne le dos à la Normandie. Quand on dit, certains disaient, il faut un port à la métropole du Grand Paris, son port c'est le Havre, mais on ne va pas monter une gouvernance jusqu'au Havre. Mais voilà, on ne travaille pas les uns contre les autres. On peut travailler les uns avec les autres. On parle de zone dense, Marc Villand, de simplification, donc c'est un peu le thème qui ressort de tout ça, pour les citoyens, pour le pouvoir politique, pour les Français en règle générale, pour les professionnels de la construction. Est-ce que ça faciliterait aussi d'avoir une simplification peut-être administrative? Écoutez, bien sûr, moi j'ai tendance à dire qu'on n'a plus jamais un permis de construire dans les délais légaux. Et je vais caricaturer, mais exprès, on n'a quasiment plus jamais un permis de construire sans avoir des appuis de ci, de là, dans les strates administratives. Voilà. C'est plus inquiétant ce que vous dites là. Et ça me fait peur en tant qu'élu. Et ça fait 35 ans que je fais ce métier. Ça fait 20 ans que je suis... c'est 20 ans que je suis chef d'entreprise. Je n'ai jamais vu autant de circuits parallèles s'instaurer dans notre République et dans notre région Île-de-France. Voilà. Ça, c'est la réalité. Avec une technostructure pinailleuse, des PLU inadaptés, des vrais problèmes pas traités, des gens à cran.
la situation par rapport au logement, l'accueil et les défis climatiques, et le défi de faire rentrer la nature en ville qui est possible, qui n'est pas... moi, je suis un constructeur, hein, qui n'est vraiment pas... et même la biodiversité qui n'est pas inatteignable, on n'y est absolument pas. Et évidemment, dans ma branche, cette année, on va lancer 10 000 logements neufs contre 30 000 habituellement. Donc, vous imaginez, hein, je parle des logements accession promoteur. Donc, la situation, je ne voudrais pas jouer les Cassandres. Et, vous êtes inquiet, M. Villon ? Moi, je suis un entrepreneur, donc je suis optimiste et je crois en mon pays, je crois dans les élus. Mais ponctuellement, là, pour les 3 ou 4 prochaines années, je suis très inquiet. Voilà. Quand on entend ça et qu'on est parlementaire, qu'est-ce qu'on peut répondre à M. Villon ? Le fait de dire qu'on est inquiet, que c'est la crise économique pour tous les secteurs, on le voit dans tous les secteurs. Mais c'est vrai que sur la construction, quand on voit les chiffres, je crois que c'est moins 12 000 logements construits en 2020. Les délais d'autorisation de fabrication sont beaucoup plus longs. Est-ce que quel peut être l'enjeu pour demain, M. Lepin ? Non, mais on a parlé évidemment du sujet de gouvernance et de cette multitude de strates qui ralentit. Les élections aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que les élections, des fois, bloquent peut-être des aussi, projets. voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ralentissent les projets. Et puis après, il y a aussi, moi je crois beaucoup à l'incitation. Et donc ça, on doit prendre notre part de responsabilité aussi là-dedans. Comment est-ce qu'on incite à faire du logement ? Et c'est vrai que les outils fiscaux, les outils dont nous disposons, voilà, il faut aussi qu'on soit en capacité de les simplifier, les rendre attractifs, et qu'il y ait une vraie politique d'incitation à construire. Et ça, je pense que là-dessus, on a beaucoup de boulot. Les outils fiscaux. Oui, ça, effectivement. Les outils fiscaux. Mais non, mais on sort de la loi de finances. On en sort au Sénat, on a voté le texte hier. Moi, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est que le logement... Alors, il y a des crédits pour la rénovation thermique des logements, l'isolation, etc. Mais bon, finalement, quand on compare les crédits qui sont sur la table aujourd'hui avec ce qu'ils étaient il y a 2 ans, en 2019, il n'y a pas 1 euro de plus. Et ça, on était plutôt sur une pente descendante. On est revenu au niveau d'il y a 2 ans. C'est pas un très gros effort. Mais quand on regarde la construction neuve, il n'y a rien dans le plan de relance. Rien. Et quand on rajoute à ça, effectivement, une fiscalité, là aussi, la fiscalité de l'immobilier, ça fait des années qu'on dit qu'elle est complètement inadaptée, avec des exonérations pour délai de détention qui ne sont pas les mêmes, avec un tas de bizarreries, on n'y est jamais revenu. Et maintenant, et ça va être à mon avis le plus grave, avec la disparition de la taxe d'habitation, il n'y a plus que le foncier bâti dans la main des maires. Les bailleurs sociaux n'en payent pas, sont exonérés par l'État, mais c'est les communes qui payent la note. Le logement intermédiaire également. On a amené à nouveau ce débat en loi de finances. Le Sénat a voté la compensation. Alors certes, ça coûte 1 milliard d'euros par an, ça coûte cher. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Les maires vont mettre le pied non plus sur l'accélérateur, mais sur le frein, parce que quel maire va accepter de construire du logement de manière importante avec des habitants nouveaux et pas de rentrée fiscale ? Aucune. Ça va être... Comment ? Même si la ministre Mme Vargon qui promet une prime aux maires bâtisseurs, ça ne peut pas aider. Ça a déjà été fait. Hein, excusez-moi, mais on parle de recettes récurrentes. Ouais. Quand vous accueillez des habitants, c'est pas la prime de naissance, si vous voulez, hein, pour les gamins, pour acheter le landau. Non. Quand vous accueillez des habitants, il va falloir construire l'école, il va falloir construire les crèches, il va falloir faire fonctionner les services publics. Jusqu'à présent, on avait taxe d'habitation, taxe foncière, l'un dans l'autre. On avait des recettes fiscales qui suivaient à peu près l'évolution de la population. C'est terminé. Et pour le logement social, plus l'intermédiaire, ça représente en théorie peut-être 40% des constructions en moyenne dans chacune des communes, vous aurez 0 recette fiscale. Donc vous croyez que les maires vont se précipiter pour délivrer des permis de construire ? Même avec cette prime, effectivement. La prime, c'est one shot. Et en plus, c'est 350 millions sur 2 ans à enveloppe fermée. Ouais. Donc si... Bon, donc, ok, c'est bien qu'elle existe, je ne vais pas vous dire le contraire. Oui, mais ça n'a strictement rien à voir avec le fait que le budget de la commune a besoin de progresser de manière pérenne en proportion de la population. Ça, c'est terminé. Et donc, je vous prédit la catastrophe. Ça fait 3 ans ou 4 ans que Dussopt nous dit, enfin avant Dussopt d'ailleurs, et Kiert nous disait la même chose, ça coûte trop cher, ça coûte trop cher. Peut-être que ça coûte trop cher, mais vous verrez que le nombre de logements délivrés, enfin de permis d'autorisation délivrés, va baisser dans les années à venir. Donc vous mettez la crise du Covid, vous rajoutez le changement du panier de recettes des communes, vous verrez que le résultat sera calamiteux.
Monsieur Villan. Oui, écoutez, je suis d'accord avec ce constat. Je pense qu'il faut aussi avoir le courage parfois de comprendre qu'on s'est trompé d'un point de vue fiscal. Je pense que la suppression de la taxe d'habitation, évidemment, il y a eu des annonces, mais par rapport à l'acte de construire, à l'autonomie des maires, n'était pas forcément une bonne chose. Je voudrais rajouter qu'on parle beaucoup de rénovation des bâtiments et de tous ces crédits. Quand on sait combien c'est long d'agir dans une copropriété, d'avoir les majorités qualifiées, franchement, ces crédits ne vont pas forcément être tous utilisés et on ne va pas avoir l'impact dont on attend. Alors, c'est un discours politiquement correct, mais à mon avis, c'est un discours relativement inefficace. Ensuite, il faut savoir que ces bâtiments anciens, généralement, ils consomment 4 fois plus que nos bâtiments. Donc, quand même, en réglementation thermique, il faut quand même raison garder. Et puis, comme je l'ai dit, quand la ville recule, la civilisation recule. Quand on ne construit pas dans la ville ou dans la zone dense, c'est pas la nature qui revient. La nature, elle revient si on l'organise, si on le prépare. Sinon, c'est le terrain vague qui revient. C'est un espace interlope, un espace de non-sécurité, un espace très difficile. Je crois qu'il est temps de remonter au créneau pour défendre la ville dense, mais avec ces zones pavillonnaires, c'est un ensemble. On a construit un ensemble finalement assez original, qui ne fonctionne pas si mal en Ile-de-France. Il y a plein de problèmes, c'est terrible pour les maires, mais quand je regarde un peu à l'international, il y a certains qui nous envient quand même, par certains côtés. Faut quand même considérer... Boris Johnson, il dit, tiens, en France, on construit plus. Alors, ça va plus être vrai, mais on construit plus. Comment ça se fait que les Français construisent plus que nous? C'est non pragmatique de Français. Donc, voilà, je crois qu'il y a là un gros effort de cohérence et de courage politique à faire. Nous, les entrepreneurs, on est là pour poser des questions, pour prendre les risques financiers et pour accompagner. Et je vais jeter une dernière pierre dans le jardin des élus pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Mais inventer Paris ou réinventer Paris ou inventer la métropole, ça a apporté beaucoup de sang nouveau dans les idées. Ça nous a permis de nous renouveler et ça, c'était un exercice très intéressant. Mais si on regarde maintenant les projets qui vont aboutir, surtout sur la métropole, je pense qu'on risque d'être très déçus. Voilà. Vous partagez ce constat? Et le privé a joué le jeu et a investi beaucoup d'argent. Ça me fait un peu penser à ce qu'avait fait Sarkozy en 2008, 2009, 2010. Quand il avait lancé la métropole, il avait fait 3 choses. Il avait demandé à Balladur, à la commission Balladur, de réfléchir sur les institutions. Il en est pas sorti grand-chose, ou plutôt quelque chose de pas très efficace sous Hollande. Bon, très bien. Il a lancé le projet de transport. C'est effectivement le seul point qui va aboutir. Bon, ça sera plus long et plus cher, mais on va le faire. Et puis, il y avait eu les 11 équipes d'architectes qu'on avait fait plancher. Il s'est passé exactement ce que j'avais craint à l'époque, c'est-à-dire qu'on a eu de superbes planches avec des grands discours d'architectes de renom qui nous expliquaient ce que c'est la métropole du XXIe siècle. Et puis, qu'est-ce qu'il y a derrière? Rien, zéro. Voilà, fermez le banc et on passe à autre chose. Vous êtes inquiet aussi sur les retombées? Non, mais il faut faire attention aux objets de communication. C'est vrai qu'on peut, avec des concours, des beaux endroits, des beaux projets, faire rêver. Mais à la fin, ce qui compte, c'est le nombre de logements qui sont créés. C'est ça qui compte. Uniquement ça. Enfin, quand on est pragmatique, c'est uniquement ça. Moi, à la fin... mon objectif, surtout, c'est que des gens puissent avoir un logement correct, à un prix acceptable, pas trop loin de leur travail, etc. etc. Donc voilà, et c'est là où il faut qu'on soit vigilant entre ceux qui parlent beaucoup de grands projets, de développer de grands projets, et ce qui se fait à la fin. Moi, je trouve que le Grand Paris Express, même si ça a du retard, ça va être un projet qui va totalement transformer notre région, et notamment la Petite Couronne. C'est dommage, même s'il y a des projets autour des gares qui sont conséquents et qui ont permis des transformations aussi. C'est dommage qu'on n'en ait pas plus profité, je trouve, sur un apport en termes de logement et de développement de zones économiques autour de cette construction. Je pense qu'on aurait pu faire un peu plus que ce qui a été fait, parce que c'est vraiment aujourd'hui le projet moteur, le seul projet moteur qu'il y a eu d'une certaine manière ces 10 dernières années, sauf qu'on n'en voit pas encore les résultats, mais quand ça va arriver, ça va quand même changer la vie de beaucoup de nos concitoyens.
Merci à vous trois, messieurs, d'être venus nous voir sur ce plateau. Philippe Dallier, je rappelle que vous êtes sénateur de Seine-Saint-Denis, LR. Merci à vous d'avoir été avec nous. Monsieur Villan, merci de nous accueillir ici à la Fédération des promoteurs immobiliers d'Île-de-France. Et monsieur Bracamour-Rupin, député de Paris, merci à vous aussi de vous être déplacé. Restez avec nous sur un défi dans quelques minutes. On se retrouve pour une interview avec Stéphane Troussel, président du département 93, qui est juste là. À tout de suite.